nouvelle édition du journal sur Télé 50. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Après avoir passé 24 heures au Congo-Brazzaville, le chef de l'État, Joseph Kabila, a regagné Kinshasa ce dimanche 20 janvier. Il revient d'une visite de travail dans la capitale congolaise. Joseph Kabila a eu un long entretien à huis clos avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui devrait cette année accéder à la présidence de la CIRGL en remplacement de l'Ougandais Yoweri Museveni. Retour sur ce qu'a été la journée du chef de l'État à Brazzaville avec notre envoyé spécial Gloria Kumwimba. C'est exactement à 11h35 que le président Kabila est arrivé à Brazzaville par le pont autonome. Joseph Kabila a été accueilli au vif par son homologue Denis Sassou Nguesso, les officiels congolais, mais aussi par une foule immense des compatriotes vivant de l'autre côté du fleuve Congo. Après un bain de foule, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la villa de Zot pour permettre au président Joseph Kabila de poser ses bagages. Ensuite, le cap a été mis vers le palais du peuple où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ 1h30. Alors, il faut dire que rien n'a filtré de ce huis clos entre les deux chefs d'État, mais nous pensons qu'ils ont certainement parlé de la situation sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement de l'est de la RDC. Et après cet entretien, le président Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso se sont rendus au site du 4 mars à Mpila, où, vous le savez, a eu lieu l'incendie du dépôt de munitions qui a fait la mort de plus de 300 personnes selon les bilans officiels. Et juste après, les deux chefs d'État se sont rendus à Kintele 1 pour voir les personnes déplacées après l'explosion du dépôt de munitions. Et à quelques kilomètres de là, ils sont allés au site Kintele 2 où sont en train de construire des logements pour les 3000 familles qui ont perdu leurs habitations après cette explosion. Depuis Brazzaville, la République du Congo, Gloria Kumwimba, Télé 50. Pour parler des Kampala, une plénière est prévue ce dimanche dans la capitale ougandaise. Samedi, les travaux de commission se sont poursuivis dans les deux camps. Et vous le savez, Kinshasa a rejeté la demande du M23 qui a proposé la dissolution du Parlement et une transition en RDC. La partie gouvernementale estime qu'il n'est pas question de mettre en cause l'ordre institutionnel établi en RDC. Sachez également que la grève de transporteurs routiers a été levée hier samedi. Cette décision a été prise au cours de la réunion entre les membres du gouvernement central, le gouverneur ad intérim du Bas-Congo, les représentants de la FEC, l'intersyndicale du secteur de transport routier. Cette réunion a été présidée par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Claude Biringanine signe ce reportage. La levée de la grève de ce jour de samedi 19 janvier 2013. C'était l'un des points les plus importants de cet accord, obtenu quasi à l'arraché entre les parties concernées dans ce dossier de grève des conducteurs, déclenché depuis 12 jours. Et la suite, c'est leur rémunération fixée désormais à 300 000 francs congolais, 150 000 pour les convoyeurs. Et par-dessus cela, des primes équivalent à 25 et 50 $ américains, une première décidée par le gouvernement en leur faveur. D'où ce satisfecit. Oui, nous sommes satisfaits parce que nous avons ce que nous cherchions en toute responsabilité. Je demande à tous les camarades de mettre fin au mouvement de grève que nous avions décrété parce que nous avons tout gagné maintenant. À côté de tout cela, considéré alors comme droit pour ces conducteurs, il existe aussi des obligations auxquelles ils doivent cependant se plier. Le véhicule, qui est un outil important de travail, soit respecté par les chauffeurs. Un ouf de soulagement pour la population qui faisait déjà face à une hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité et même pour le gouvernement qui éprouvait déjà des difficultés à la juguler. Nous avons été secoués, il y avait déjà des tensions sur les prix, il y avait déjà engorgement au niveau du port de Matadi. Et au jour d'aujourd'hui, après le travail que nous venons de faire, je crois que cela appartient au passé. Cela fait partie du passé, oui, mais un passé qui servira désormais de leçon. Rendons-nous à présent au Bandundu, comme à Kinshasa, dans cette province aussi, on a célébré les héros nationaux. C'est que justifie les cultes écuméniques organisés par le gouverneur de province, Jean Kamisendou. Il était donc question au cours de cette commémoration de se souvenir des principes légués par Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, considérés comme de véritables nationalistes. Plusieurs personnes ont répondu présent à l'invitation du gouverneur de la province du Bandundu
lors du culte écuménique organisé en mémoire des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Culte organisé en la paroisse kimbanguiste de Bandundouville dans la commune de Lissassi. L'officiant du jour, le pasteur kimbanguiste, s'est inspiré du livre de l'Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. L'homme de Dieu a insisté sur le testament de Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir les Congos. Les héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, a-t-il souligné, ont sacrifié leur vie pour l'intérêt de la nation. Imitez la voix de vos conducteurs, ceux qui vous ont porté la parole de Dieu, ceux qui vous ont gouverné, nationalistes. Ils ont sacrifié leur vie pour le pays. Le gouverneur de la province du Bandundu a exhorté la population de sa province à se prendre en charge en se rappelant bien sûr de la parole de Laurent Désiré Kabila. Je suis convaincu que le développement de la province de Bandundu et le développement de toute la République, c'est un problème d'homme. Il faut restructurer l'homme. L'homme congolais, l'homme du Bandundu doit être rebâti, reconstruit. Non pas en termes physiques, je parle de l'esprit. L'homme doit être reconstruit au niveau de l'esprit. Le bien de l'État, le bien public, le respect de la chose collective, tout passe par là. Jean Kamisen doit profiter de cette occasion pour inviter la population du Bandundu au respect du civisme fiscal. La campagne lancée le 12 janvier dernier doit permettre à la province de maximiser les recettes pour le développement. Direction le pays de l'oncle Sam, c'est ce dimanche 20 janvier 2013 que le président américain Barack Obama, réélu le 6 novembre 2012 pour un deuxième et dernier mandat de 4 ans, prête serment à la Maison-Blanche devant le président de la Cour suprême. Une cérémonie à huis clos avant l'investiture officielle lundi, une occasion pour Barack Obama de rappeler ses priorités. Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. C'est la formule rituelle que prononcera le 44e président américain dans le salon bleu de la résidence exécutive. C'est en présence de sa famille et de quelques journalistes que Barack Obama va démarrer son mandat ce 20 janvier à midi, heure de Washington, selon la Constitution américaine, qui dispose que les mandats présidentiels démarrent en cette date suivant l'élection, mais lorsque ce jour tombe un dimanche, la tradition veut qu'une prestation de serment se déroule en petit comité. Après le discours, Barack Obama et son épouse Michelle parcourront Pennsylvanie Avenue avant d'assister à l'arrivée d'un grand défilé depuis la tribune installée devant la résidence présidentielle. Bien avant la cérémonie, Barack Obama et son épouse ont ouvert les festivités dès samedi, consacrant cette journée aux actions de bénévolat où ils se sont rendus dans une école pour rénover ses meubles. Une action symbolique effectuée en l'honneur de Martin Luther King dont le 83e anniversaire sera célébré lundi par un jour férié. Et pour la journée de dimanche, ce sera le dépôt de gerbes devant la tombe du soldat inconnu au cimetière militaire national d'Arlington. Cette journée historique, entamée par une messe dans l'église St. John's, proche de la Maison-Blanche, se conclura par les bals d'investiture au palais des congrès de Washington, où des dizaines de milliers de personnes et un groupe de vedettes sont attendus. Lundi, Barack Obama, la main droite levée et la gauche posée sur deux bibles, celle de son lointain prédécesseur Abraham Lincoln, sauveur de l'Union, et celle de Martin Luther King, héros de la lutte pour les droits civiques, prêtera serment avant de s'adresser à ses compatriotes. Et en sport, Coupe d'Afrique des Nations 2013, c'est parti. La compétition a ouvert ses portes hier samedi pour le compte de la 29e édition de la série en Afrique du Sud qui accueille l'événement pour la deuxième fois. Après la cérémonie d'ouverture, les deux premiers matchs du tournoi se sont soldés sur la marque des 0 buts partout. Les Léopards de la RDC entrent en lice ce dimanche face au Ghana. Retour sur les deux confrontations d'hier dans cet élément. Ça y est, la course pour la succession de la Zambie est officiellement lancée. Par cette cérémonie haute en couleurs, surtout riche en spectacles, la 29e Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013 imprime ses marques.
le sigle de la CAF et de la Coupe d'Afrique 2013. Comme ils le savent bien le faire, les Sud-Africains, peu nombreux dans les gradins, se sont rangés derrière leur président de la République sous une pluie battante pour l'ouverture de cette grande messe du football continental. Et pour vous souhaiter de bons et de beaux matchs. Sur l'ère des Jeux, malheureusement, les spectacles livrés par les 22 acteurs, d'abord pour cette affiche Afrique du Sud-Cap-Vert, ne donnent pas envie. C'est d'ailleurs la grande surprise générale, le requin bleu du Cap-Vert qui inquiète plus d'une fois les portiers sud-africains Kouné. Au retour des vestiaires, le deux sélections plus qu'offensives que jamais s'élance à la recherche de ses buts salvateurs, Tchabalala ou encore Ryan Mendes. Personne ne parvient à trouver le chemin de filet jusqu'au coup de sifflet final. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé! Belle entame donc pour les Cap-Verdiens qui sont à leur première participation à une phase finale de la CAN. En seconde explication, les Lions de l'Atlas du Maroc n'ont pas su imposer leur rythme face aux Angolais, bien regroupés en défense. Après les citrons, les Palancas Negras ont tout aussi montré un autre visage. Ils renversent la tendance en dominant leur sujet, à l'image de cette action signée Manucho, mais mis à côté. Voilà, il est bien, c'est pas fini avec la reprise de Manucho. 0 but partout, score au terme de 90 minutes. Chacun dans ces groupes totalise maintenant un point. Et tout devra se décider lors de la deuxième journée. Une journée qui verra l'Afrique du Sud se mesurer à l'Angola, alors que le Maroc en découdra face au Cap-Vert. Rosa qui est rentré, qui est prêt, vous l'avez dit. Et le calme est revenu chez les léopards de la République démocratique du Congo, secoué vendredi par une fausse alerte déclenchée suite à la démission démentie de Claude Leroy. La sérénité est totale. L'équipe congolaise a été soumise à sa dernière séance d'entraînement samedi avant d'affronter le Ghana pour le compte de la première journée du groupe B. Tous les joueurs et les staffs techniques étaient présents, écoutant justement le sélectionneur de la RDC au sujet des inquiétudes autour de l'équipe congolaise. Pas être du 21e siècle pour penser qu'un staff et une équipe de foot avec 23 joueurs, c'est 30 personnes. On avait décidé à Kinshasa qu'il y avait 30 personnes qui étaient concernées par cette... Donc ça m'était insupportable vis-à-vis de mon staff qui bosse comme des fous. En particulier les entraîneurs locaux ou les soigneurs locaux qui bossent comme des fous depuis des mois et des mois, qui étaient tellement fiers d'être dans cette compétition et d'un seul coup ils n'avaient plus rien. Donc j'ai dit trop c'est trop. Là. Et puis donc il a fallu qu'on en arrive à ça pour que les choses se régularisent un petit peu. On n'est pas encore où on voudrait l'être, mais disons que les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement et c'est le plus important. Je suis allé me réfugier dans ma chambre pour réfléchir un petit peu. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je suis allé marcher parce qu'on devrait être dans la sérénité, on devrait être très heureux de faire ce qu'on fait quand on voit les drames qu'il y a un petit peu partout en ce moment, ce qui se passe à l'est du Congo. Donc il faut relativiser, c'est qu'un jeu, c'est que du foot et il faut qu'on prenne un maximum de plaisir. Oui, pour le moment je suis là, oui. Sauf si on veut plus de moi. Et pour analyser les chances des léopards dans cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous recevons sur ce plateau Doudou Mbala, notre spécialiste maison. Bienvenue Doudou. Merci, grâce. Alors dites-nous, quelle lecture faites-vous de la première journée de la CAN 2013 ? Voilà, une première journée dans le groupe A, il faut le dire, en tout cas pas vraiment riche, surtout en ce qui concerne le spectacle dans le jeu, pas les spectacles en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, parce que pour la cérémonie d'ouverture, on l'a tous vu même dans cet élément, les Sud-Africains ont réussi leur pari, c'était une très belle cérémonie, vraiment comme nous l'avons dit, haute en couleur. Mais sur le plan spectacle, dans le jeu techniquement, 2 matchs nuls à l'ouverture. L'Afrique du Sud n'a pas laissé une très bonne impression hier. Devant le Cap-Vert qui est pourtant qui a sa première participation, une équipe qui c'est vrai aux éliminatoires avait éliminé le Cameroun, mais on a senti que c'est pas vraiment un niveau que nous avons tous souhaité pour ces débuts de cette CAN. Même le deuxième match entre le Maroc et l'Angola, un niveau une fois de plus assez faible sur le plan technique et tactique. On a senti que les deux lignes offensives de 4 formations dans ce groupe A n'ont pas tourné et voilà, il n'y a même pas eu de but. Et parlons des léopards qui affrontent les Black Stars du Ghana cet après-midi. Comment voyez-vous cette rencontre? Peut-on espérer une victoire? Bon, il faut d'abord dire, grâce, on est un analyste sportif en tout cas, c'est un match difficile. C'est vrai, c'est un match difficile, c'est pas n'importe quelle équipe. Le Ghana, c'est quand même le quart finaliste du mondial, en 2010, et c'est l'équipe classée 3e au niveau continental par la FIFA, alors que la RDC est classée 29e. On l'a vu également, cette équipe de Ghana a livré plusieurs matchs amicaux, victoire contre l'Égypte,
ou encore contre d'autres nations. La RDC, par contre, n'a pas livré de match test invalable. Mais bon, on reste confiant. On a un groupe qui est assez riche. Hein, l'effectif de Claude Leroy est assez riche, surtout sur le plan offensif, avec l'arrivée de Diba Ilunga et Trésor Loa là aussi. La rencontre reste du tout jouable parce qu'il faut dire, grâce la dernière rencontre entre la RDC et le Ghana remonte en 2009. Hein, rappelez-vous, lors de la première édition du CHAN. Et on a éliminé oui, le Ghana était d'ailleurs battu ces jours-là. Bon, c'est pas, on va pas dire qu'on va rester sur ces dossiers. C'est pas d'ailleurs la même équipe ghanéenne parce que ça, le CHAN c'était les joueurs locaux. Mais là, on va faire une équipe de joueurs qui viennent de partout.